imparte teoría del derecho en esa misma ciudad, en una universidad de esa misma ciudad. Ha publicado varias decenas de libros, de los cuales se han traducido al castellano los que están aquí presentes. Los he ordenado por el año de publicación en francés. El primero de los traducidos al castellano de publicación original del 2007 es Magia, sobre la idea de relación social. Y el último que se ha traducido al castellano por la misma editorial, por Editorial Herder, es el que presentamos hoy, Elogio del peligro, que forma parte de una serie. He traído las otras dos partes que se han publicado de la serie Proposición. El único libro que no tengo aquí presente, y por el que me gustaría preguntar a Loguén, empezar la conversación por ahí, es Deleuze, La práctica del derecho, traducida en el año 2017 por el Poder Judicial de Buenos Aires. Deleuze es un filósofo que aparece bastante a menudo en tu obra. Es una referencia continua, es incluso un maître à penser. Cuéntanos un poco cuál ha sido la influencia de Deleuze en tu pensamiento y qué actualidad tiene lo que dijo y pensó este filósofo varias décadas después de su muerte. Merci beaucoup, merci pour cette question, merci pour l'invitation, merci à toutes et à tous d'être là ce soir, de prendre ce temps sur votre vie pour venir le perdre d'une certaine manière en notre compagnie. C'est vrai que le travail que j'essaye de mener depuis maintenant déjà plusieurs années et plusieurs dizaines de bouquins est un travail qui, en effet, trouve sa source dans une rencontre qui a été très importante pour moi, que j'ai faite à une époque où voilà, j'étais très fort sous plutôt l'influence de Jacques Derrida, dont j'ai suivi les séminaires à Paris avant sa mort. J'étais sous l'influence aussi de pas mal de figures importantes de la critique de cinéma. Par exemple, un personnage très important pour moi a été le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma des années 1970, un homme qui s'appelait Serge Danet, un homme extraordinaire qui a réinventé d'une certaine manière le langage critique appliqué au cinéma. J'étais sous l'influence très forte aussi de quelqu'un comme Roland Barthes. Et c'est vrai que Deleuze n'était pas si présent dans mon itinéraire à moi, surtout que c'est un itinéraire, comme vous l'avez rappelé il y a un instant, qui est un itinéraire qui n'est pas un itinéraire de philosophe. Je ne suis pas philosophe. C'est un itinéraire de juriste, de quelqu'un qui a fait des études de droit. C'est complètement débile de faire des études de droit, mais enfin, j'ai fait des études de droit. Et donc, un itinéraire qui n'a pas véritablement rencontré Deleuze, ou pas de manière sérieuse, avant de pouvoir commencer à travailler par un hasard dont je vous épargne le récit ici, mais de travailler de manière très proche avec feu Bruno Latour et Isabelle Stengers. Et c'est véritablement à travers eux deux, et surtout sans doute à travers Isabelle Stengers, que j'ai appris à découvrir l'œuvre de Deleuze, et surtout que j'ai appris à tenter d'en faire quelque chose. Il y a cette phrase importante comme ça chez Deleuze quand il dit voilà, il faut faire en sorte, lorsque l'on lit un auteur ou une autrice, de faire en sorte que si il ou elle est mort ou morte, de ne pas conduire à ce qu'ils pleurent dans leur tombe lorsqu'on parle d'eux. Et cette phrase-là, faire en sorte de ne pas faire pleurer un auteur ou une autrice quand on parle de lui ou lorsqu'on parle d'elle, c'est quelque chose qui est très important pour moi et quelque chose que j'ai pu apprendre au contact de Deleuze, c'est-à-dire écrire, parler d'un auteur, non pas comme quelque chose qu'il s'agirait de respecter fondamentalement, non pas comme quelque chose qu'il s'agirait d'interpréter, de dire la vérité, ne fût-ce que la vérité malgré lui ou malgré elle, mais véritablement de mettre un auteur ou une autrice au travail comme une espèce de machine qui lui permettent de déployer des possibilités ou des potentialités qui n'étaient peut-être pas forcément prévues par son logiciel de départ, mais qui, d'une certaine manière, le portent au plus loin. C'est un autre passage célèbre de Deleuze, je ne vais pas faire que citer Deleuze, je vous rassure, mais enfin, c'est un autre passage célèbre de Deleuze dans lequel il décrit la lecture comme ce qu'il appelle une sorte d'enculage,
c'est-à-dire comme une manière de faire des enfants dans le dos, comme étant la seule manière, d'une certaine manière, d'être fidèle à un auteur ou à une autrice. Et donc, ça, c'est quelque chose, en effet, que j'ai appris de Deleuze et qui a fait que la relation que j'ai développée à travers les années à son œuvre, et qui se manifeste par quelques livres, mais plutôt rares, de nature un peu monographique. J'aime pas trop les monographies. Il y a Qu'est-ce la pop philosophia en est un, le livre sur Deleuze et la pratique du droit en est un autre. D'une certaine manière, un livre que je viens de publier en français, mais qui n'est pas traduit encore en espagnol, qui s'appelle Décevoir est un plaisir, est aussi un livre qui repose comme ça sur l'œuvre de Deleuze, mais de manière non orthodoxe. Je ne supporte pas la constitution de la figure de Gilles Deleuze en grand prêtre de la modernité, entrant dans l'université, devenant à la place de, je ne sais pas moi, Jürgen Habermas ou John Rawls ou je ne sais pas très bien qui était enseigné dans les années 80 ou 90, devenant une nouvelle figure comme ça de grand maître avec des mots-clés automatiques qu'on doit répéter aux examens et puis qui deviennent comme des cartes de visite qu'on s'échange à l'intérieur de l'université pour pouvoir avoir un job, quoi. Hein. Donc, effectivement, ligne de fuite, déterritorialisation, devenir animal, enfin, tous ces mots qui sont devenus des mots un petit peu automatiques sont des mots dont, en effet, dont j'ai l'impression que ce sont des concepts qui, aujourd'hui, peuvent faire pleurer Deleuze, d'une certaine manière. Elles peuvent le faire pleurer malgré lui. C'est pour ça que j'essaie de le lire, et de manière générale, lorsque j'essaie de lire quoi que ce soit, j'essaie de le lire depuis le lieu de détails, de choses en apparence insignifiantes, de petits bouts de phrases oubliés, de peut-être d'hésitations plus ou moins malencontreuses, qui permettent de déployer, à partir de l'œuvre telle qu'on la connaît, des possibilités qui n'y étaient pas véritablement explicitées, ou en tout cas de décadrer peut-être des habitudes que l'on a de penser avec, de penser sur ou à partir de tel ou tel auteur ou autrice, de telle manière à parvenir en fait à créer une espèce d'effet de décadrage, à craquer d'une certaine manière la boîte noire du savoir, en l'occurrence ici du savoir deleuzien, pour lui faire dire quelque chose de nouveau. Donc ça, cette place-là, elle est encore présente dans mon cœur, quoi. C'est la place qu'occupe Deleuze. Mais je ne suis pas un deleuzien. Je ne suis pas quelqu'un qui se réclame de... je ne suis pas à sa suite, je suis quelqu'un qui essaye le mieux possible, mais aussi le plus modestement possible, de faire des choses avec que je peux trouver chez lui et pas seulement chez lui, mais c'est vrai que, il est quand même assez présent. Has hablado al comienzo de tu respuesta de la influencia que tuvo sobre ti Cahiers du Cinéma y la crítica cinematográfica. En tus libros suelen aparecer bastantes referencias fílmicas. Me consta además que has hecho trabajo con ciertos cineastas franceses y has hecho trabajos sobre la cuestión de la pornografía. Es un tema que te ha interesado bastante a menudo. Y has tocado temas muy próximos a la estética, empezando por el concepto de crítica, que es un concepto transversal en filosofía, pero que desde luego tiene mucha importancia en el ámbito de la teoría de las artes y también, por supuesto, en el ámbito de la teoría del derecho. En esta compilación, traducida recientemente en la editorial Isla Desierta de Colombia, tú haces una reivindicación de una clínica del derecho frente a lo que se conoció durante unas décadas como la Critical Legal Theory. Afirmas, tengo incluso marcada la página, en la página 211 de esta traducción, dices: necesitamos una clínica del derecho porque necesitamos un pensamiento débil, flojo, enfermo, cuyo carácter esencial yace en lo que esa debilidad hace hacer y hace contar. Hace hacer porque hace contar. Narrar en lugar de juzgar. Aceptar la debilidad en lugar de aspirar a la fuerza. Posibilitar en lugar de imposibilitar. Crear en lugar de fundar. Proseguir en lugar de detener. Acoger en lugar de dividir. Clinicar en lugar de criticar. ¿Hasta qué punto el resto de tus obras son una consecución de esa clínica del derecho, muy especialmente el libro de Después de la ley,
y también el de, por supuesto, la magia y muchos de los otros libros que han tratado sobre la cuestión de la relación entre, incluso el libro que estamos presentando hoy, entre dominio y peligro, entre danger y dominium en latín. Oui, oui, en effet, c'est un point. Peut-être que c'est l'obsession principale qui travaille à nouveau l'ensemble de ces petits livres. J'essaye de faire en sorte que ce soit toujours des petits livres pour des raisons qui sont des raisons d'abord de politesse. Je trouve que retenir trop longtemps les gens, c'est très grossier si c'est pas nécessaire. Donc mon idéal d'ailleurs, ce serait qu'on lise mes livres sur les toilettes. C'est quelque chose dont je rêve vaguement. J'aimerais bien être un essayiste de gare, comme Simenon, comme Georges Simenon était un romancier de gare, si vous voulez. Voilà. C'est quelque chose que j'aurais aimé, j'aimerais être. Voilà. Bon. Mais donc j'essaye de proposer des petits livres qui sont chaque fois une tentative, en effet, de réouvrir dans un endroit où tout a l'air fermé, des possibilités qui sont des possibilités exclues par la manière dont cet endroit est fermé. C'est-à-dire, j'essaye d'écrire d'une certaine manière sur différents sujets. En effet, le dernier, c'est cette question, au fond, du danger, qui est au fond la question de la domination, de décrire comment les choses ont été paramétrées, aussi paramétrées du point de vue historique, linguistique, évidemment politique, policier, juridique, pour essayer de le faire de la manière la plus puissante possible, c'est-à-dire de voir où véritablement est l'ennemi, où est le problème, où est le danger, pour utiliser ce mot immédiatement, et pour essayer cet ennemi, de voir comment, en fait, ça ne marche pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les choses qui sont supposées marcher, en fait, ne marchent jamais. Et de voir comment cet échec à fonctionner peut nous permettre de nous emparer de ces vides, de ces ratages, de ces craquages, de ces failles, pour pouvoir en fabriquer quelque chose d'autre, quoi que ce soit. Et donc effectivement, c'est un travail qui est un travail que je ne considère pas comme un travail critique. Je pense que nous venons tous plus ou moins de la tradition critique. On a grandi avec ça. C'est ce qui nous a appris à nous poser toute une série de questions par rapport à toute une série d'autorités de philosophie politique, de philosophie tout court, de philosophie esthétique, d'histoire de l'art, etc., qui sont des autorités dont on n'a plus rien à branler. Mais il se fait que cette machine critique dont nous avons hérité est une machine qui, moi, à un moment donné, a commencé à m'inquiéter. Et elle m'a inquiété pour une raison très simple. C'est qu'en fait, c'est une machine qui est imbattable. Ça marche toujours. Il est impossible que quoi que ce soit résiste à la critique. Ça n'existe pas quelque chose qui puisse résister à la critique. C'est-à-dire que nous nous sommes donné un instrument de pensée, et que ce soit dans la version de la critique philosophique traditionnelle, celle d'Emmanuel Kant, que ce soit dans la version marxienne, que ce soit dans la version de l'école de Francfort, que ce soit dans la version de Michel Foucault, que ce soit dans toute une série de versions contemporaines, on s'est donné les moyens d'avoir raison sur tout. C'est-à-dire d'être plus fort que tout. Et très bien, en effet, ça a permis de réaliser, de prendre conscience d'un nombre considérable de problèmes et de difficultés qui sont fondamentales. Il fallait comprendre, il fallait aussi dénoncer. Mais je me pose vraiment la question de savoir si cette force que nous nous sommes donnée est une force qui ne finit pas par ressembler très fort à ce que précisément nous dénonçons. C'est-à-dire, je me demande si nous ne créons pas des monuments à notre tour, des espèces de statues du commandeur, des monuments qui sont, au fond, des monuments qui, eux aussi, comme tous les monuments, parce qu'ils marchent trop bien, finissent par se casser la gueule. Parce qu'ils marchent trop bien, en fait, ne marchent pas bien du tout. C'est-à-dire que je me pose la question, c'est une question, hein, et je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est une question, c'est une inquiétude, une angoisse. Est-ce que l'angoisse qui serait l'angoisse suivant laquelle, au fond, la critique aujourd'hui, parce qu'elle a raison toujours, ne nous aide plus en rien. Et donc c'est vrai que, voilà, je me suis interrogé sur cette affaire-là.
Et je me suis interrogé, mais à nouveau, je n'ai pas la réponse par rapport à comment faire. Ce qui est certain, c'est qu'il est inutile de commencer, et je ne veux pas le faire et je ne le ferai jamais, de faire une critique de la critique. L'histoire de la critique est l'histoire de la critique de la critique. Et c'est l'histoire, en effet, de l'accumulation toujours plus grande de puissance à l'intérieur de l'espace de la critique. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est à nouveau de faire, mais dans les coins, dans des endroits qui sont des endroits qu'on ne fréquente pas beaucoup, soit parce que ça nous emmerde, le droit, ça nous fait tous bâiller, soit parce que, au fond, on a oublié que c'était important, chose romaine un peu bizarre, un petit peu ancienne, soit en effet parce qu'on a décidé qu'on avait jugé une bonne fois pour toutes. Par exemple, j'ai fait un livre sur l'artiste le plus détesté du monde, qui est Jeff Koons. Et je me suis dit, tiens, un artiste qui est détesté de manière aussi unanime, il y a forcément quelque chose à en dire, voilà, ou quelque chose à faire. Donc l'idée est à chaque fois à nouveau d'explorer tous ces lieux-là et de faire craquer quelque chose. Voilà, c'est cette phrase qu'on entend dans Twin Peaks à un certain moment. Voilà, quelque chose doit craquer. Bien, quelque chose doit craquer, c'est effectivement une espèce de motto qui m'habite et qui en effet vient pour moi sans doute peut-être de mon passé qui est encore mon présent puisque j'enseigne à l'université cette matière-là, qui est effectivement mon passé de juriste. C'est-à-dire que on essaye de nous raconter en permanence que le droit, c'est des lois, c'est des normes, c'est des droits de l'homme, c'est évidemment le capitalisme, c'est la domination, c'est la violence, c'est la police, etc. etc. Et c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose que ce récit habituel de la normativité qu'on le loue, disant sans le droit, sans la loi, l'anarchie régnerait. C'est ce qui apporte la civilisation dans les sociétés libérales. Soit qu'il s'agisse de le dénoncer, le droit est effectivement une merde dont il faudrait se débarrasser, voilà. Quelle que soit la variante que prend le récit, dans son fond, on oublie ce que le droit peut faire. Pas ce qu'il rend impossible, pas ce qu'il fait et qui est de l'ordre de l'impossibilité, mais ce qu'il peut. Et donc, en effet, ce qu'il peut, c'est-à-dire, dans le cadre du droit, c'est continuer. Je ne vais pas vous rentrer dans des détails de théorie du droit, mais disons que je m'intéresse au droit du point de vue des opérations juridiques et pas du point de vue des règles. Donc le droit qui m'intéresse, ce n'est pas le droit qu'on trouve dans les tribunaux, ce n'est pas le droit qu'on trouve au Parlement, ce n'est pas le droit qu'on trouve dans la législation, ce n'est pas le droit qu'on trouve effectivement dans les discours des hommes politiques, ce n'est pas le droit qu'on trouve chez les moralistes, chez les gens qui vous veulent du bien. C'est une machinerie opérationnelle qui fait que quand vous faites quelque chose, par exemple, vous passez un contrat, quelque chose d'autre va suivre. Et ce qui va suivre, c'est une autre opération juridique. Par exemple, si vous ne payez pas la somme qui vous est due au terme du contrat, eh bien, ce sera peut-être une opération de qualification de vol, par exemple, qui va entraîner d'autres conséquences, etc., etc. Conséquences qui sont sans fin et conséquences qui peuvent toujours être réinventées. C'est la grande leçon des juristes romains, qui étaient des grands inventeurs d'opérations. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est les dispositifs de continuité qui sortent des brèches et des limites des monuments, le droit, et qui réintroduisent à l'intérieur de ce monument les possibilités que ce monument voulait exclure. Voilà. Donc ça, c'est le trajet, d'une certaine manière, qui est le trajet général voilà, que je suis, qui est un trajet qui, à mon sens, n'est plus un trajet critique. Parce qu'à nouveau, quand je formule, par exemple, une généalogie historique en disant oui, peut-être que le danger, l'histoire du danger est liée à l'histoire de la domination et que l'histoire de la domination vient de ceci ou vient de ça. Ce qui est important, ce n'est pas la vérité de cette histoire. Ce que je raconte tient assez vaguement de la fiction quand même. Il ne faut jamais prendre tout à fait ce que je raconte au pied de la lettre. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut raconter les choses de cette manière-là, qu'on peut le faire, pour que le fait de le raconter de cette manière-là permette de dégager derrière quelque chose qui soit de l'ordre de la possibilité. Voilà. Donc c'est des modes de narration. Claro. En esa línea, para quien sea también fiel al dictum de Lesiano de nunca interpretar, siempre experimentar, recomiendo la lectura Después de la ley
que es el experimento de una genealogía posible de la idea de derecho en Mesopotamia, Grecia, Roma antes y después de la influencia helénica, China, India, pues como nomos no es lo mismo que jus, que lex, que dharma, que lu. Hablemos de otra categoría de lesiana, igual que clínica, igual que muchas de las que estamos sacando. Pop filosofía es un término acuñado por Deleuze y usado también por deleuzianos heterodoxos. El término pop filosofía puede dar a muchos equívocos, pensando que es un genitivo que apela sobre todo al contenido, una filosofía que se ocupa de fenómenos populares, no necesariamente. Tu obra bien muestra que puede conjugarse y combinarse el estudio del presente con la genealogía de fenómenos bien pasados y pretéritos. ¿En qué medida qué es la popfilosofía? Explícanos, para los que no hayan leído el libro, qué es la popfilosofía y también qué vínculo tiene con lo que has dicho sobre lo breve de tus libros. Remedando a Ortega y Gasset, podríamos decir que la brevedad también es la cortesía del filósofo. ¿En qué medida se puede hacer popfilosofía con libros largos cuando los clásicos ya decían que un gran libro es un gran mal? Oui. Ouais. Alors la pop philosophie, effectivement, c'est un vaste sujet en soi. C'est vrai que la manière dont c'est vrai qu'il y a tous ces machins là sur la table, et donc j'essaye d'en parler de manière générale. Donc c'est peut-être que voilà, peut-être que toucher la substance de chacun est compliqué. Donc je peux juste vous le dire comme ça, si vous ne connaissez pas mes livres, mais c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que ce soit des livres tout sauf abstraits. D'ailleurs, ce sont des livres qui, effectivement, partent d'une rencontre avec quelque chose. Ça peut être une œuvre d'un auteur, mais c'est plutôt rare. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être effectivement un film, ça peut être un phénomène historique, l'invention de l'anesthésie dans les années 1820. Ça peut être effectivement une œuvre d'art, ça peut être voilà, toute une série de choses. La méthode Coué d'auto-persuasion pour le développement personnel, etc., qui servent en effet de lieu de passage pour penser. Et quand Gilles Deleuze parlait de pop philosophie, ce à quoi il pensait, c'était, en tout cas c'est ce qu'il dit, qu'il semble dire, parce qu'à nouveau c'est très évasif, qu'il semble dire, c'est qu'en effet la question qui l'importe, lui, dans la pop philosophie dont il rêve, c'est ce qu'il dit, j'aurais rêvé de pouvoir faire une philosophie qui serait une pop philosophie. Avec l'anti-Édipe, on a essayé, Félix Guattari et moi, de faire un livre de pop philosophie, on a échoué. Mais ce rêve est toujours présent et on va essayer de le continuer. Bon, le rêve de la pop philosophie pour Deleuze, c'est évidemment pas le rêve de faire de la philosophie pour tout le monde. La philosophie est pour tout le monde. Enfin, tout est pour tout le monde. C'est pas le problème, ça. C'est pas non plus de faire de la philosophie avec la pop culture parce que c'est cool. Hein, on aime bien faire ça aujourd'hui, hein, Spinoza avec Breaking Bad, et puis voilà, Descartes avec les Simpsons ou Taylor Swift. Fine. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça non plus qu'il avait en tête. Ce qu'il avait en tête, c'était, au fond, c'est lui qui le dit à nouveau. Quand on regarde la télévision, on écoute la radio. À l'époque, on écoutait la radio. Les podcasts. Voilà. Quand on va au concert et qu'on écoute les Beatles, bon, quelque chose passe, qui est une intensité que lui appelle une intensité électrique, qui est une intensité que l'histoire normale du concept, l'histoire traditionnelle de la philosophie ne permet pas. C'est de l'ordre de ce qu'il appelle le branchement. Un branchement qui est un branchement total. Ce n'est pas juste le branchement rationnel de la déduction en raison, du raisonnement effectivement logique qui amène, etc. C'est un branchement qui est un branchement total, c'est-à-dire qui implique la totalité des dimensions de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons, etc., et qui en effet fasse passer d'un texte, d'une œuvre, de quoi que ce soit,
fasse passer quelque chose qui est de l'ordre d'une intensification de la pensée. L'idée de la pop philosophie, c'est rendre la pensée plus intense. Évidemment, c'est à la fois fort et vague. C'est fort parce que l'on sent très bien qu'il y a une gêne, quelque chose qu'on a envie de faire passer. Hein. On sent aussi très bien que quand un bouquin, par exemple de philosophie, nous tombe un peu des mains, il y a une intensité qui est peut-être pas là. Bon. Donc l'idée d'une intensité, c'est ça, mais c'est une intensité qui peut être n'importe laquelle. Ce que j'aime beaucoup chez Deleuze et ce que j'aime beaucoup dans l'idée de la pop philosophie, c'est cette idée-là. C'est l'idée que n'importe quoi est la condition de la pensée. N'importe quoi est la condition de la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à la pensée. N'importe quoi, c'est n'importe quel objet, traité n'importe comment, avec et pour n'importe qui, de n'importe quelle façon. C'est ça, d'une certaine manière, qui formait la dimension pop, la dimension d'intensification qui intéressait Deleuze. C'était le fait que les régimes d'importance, la manière dont est décidé ce qui importe et ce qui n'importe pas, se trouvent remis en cause par le fait que n'importe quoi importe. C'est un jeu de mots, je ne sais pas très bien si c'est un jeu de mots qui est traduisible en espagnol, mais c'est un jeu de mots très sérieux sur la question de importer l'importance, n'importe quoi en français, whatever, c'est-à-dire toute chose sans que l'importance de cette chose ne soit donnée de manière essentielle. C'est à nouveau ce qu'on va faire avec n'importe quoi qui va peut-être être important. Mais cette importance, il va falloir la fabriquer. Elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée parce que la beauté serait plus importante que la laideur, parce que la démocratie serait plus importante que la tyrannie, parce que, etc., etc. Toutes ces importances-là sont des importances qui sont, d'une certaine manière, ruinées, ou en tout cas que Deleuze veut ruiner, au profit d'une véritable construction de l'importance, qui est une construction infinie. L'importance, on sait quand on commence à la construire, mais on ne sait pas quand elle se termine. Et puis on ne sait pas surtout comment elle va être reçue par les autres, comment elle va être relayée, comment elle va continuer. Et donc, la pop philosophie, pour moi, enfin c'est comme ça que je l'ai comprise chez Deleuze, c'est cette manière de fabriquer l'importance des choses de telle manière qu'elles puissent continuer à importer, puis qu'on puisse continuer à les faire importer, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à leur faire produire des effets. Ils sont des effets qui sont des effets de possibilité. Les effets qui, moi, m'intéressent sont des effets qui impliquent toujours la maximisation, d'une certaine manière, de la possibilité par rapport à, disons, à la police, qui impliquerait toujours... Il y a des effets de police. Le possible peut être policier. Ce n'est pas donné naturellement au possible d'être bon. On aime beaucoup dire aujourd'hui il faut du possible et du possible. Oui, mais bon, la police, c'est du possible aussi. Donc la question de la construction du possible est cruciale, et la construction de possible qui continue à ouvrir un maximum de possibles par rapport à l'impossible, voilà, ça c'est d'une certaine manière ce qui m'importe le plus. En effet, les règles, les normes, les lois, etc., sont des constructions d'impossibilité. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas permis. Bon. Donc l'espèce d'anarchisme fondamental qui anime tout mon travail est un anarchisme qui s'oppose en permanence à tout ce qui vient, d'une certaine manière, promouvoir l'impossibilité comme étant, à mon sens, contraire à ce que la pop philosophie, comme pensée des intensités qu'on peut faire passer, qu'on peut faire continuer, tente de construire. Voilà. Es ciertamente difícil traducir ese juego de palabras de importance, n'importe quoi, por probar con el conceptismo español. Yo creo que también podríamos hacer un juego de palabras entre lo que nos importa y cómo nos comportamos ante aquello que nos importa, y qué podemos aportar y qué reportes nos aporta lo que nos importa y cómo nos comportamos, y así podríamos seguir gongorinamente ad infinitum, pero ya saben ustedes que esto siempre ha sido el vicio de nuestro idioma. Pero por seguir con juegos de palabras en lengua romance,
El libro Elogio del Peligro es la segunda parte de un tríptico que puede que incluso se expanda, que empieza con Pour en finir avec soi-même, para terminar consigo mismo, y continúa con Décevoir, c'est un plaisir, decepcionar es un placer. Una expresión, una frase del epílogo que Deleuze escribió para uno de los primeros libros exegéticos escrito por un deleuziano sobre la obra de este filósofo. Cuéntanos qué tienen en común estos tres libros, qué línea siguen esta serie que se llama Proposición, ¿no? También juego de palabras de las posiciones y las proposiciones, y cuánto se va a extender y si tiene duración indefinida o bien definida. Oui, c'est une série qui va continuer, et parce que c'est une série c'est une série de petits laboratoires, des petites expérimentations théorico-historiques. Décevoir est un plaisir, était pour en finir avec soi-même, le premier, que peut-être Herder ne veut pas publier parce qu'ils ont peur qu'on considère que c'est un livre qui fait l'apologie du suicide. Pourquoi pas, d'ailleurs, c'est très très bien le suicide. Donc c'est un livre qui, justement, est un livre qui tente une espèce d'exercice de dérive par rapport à ce qui pourrait être une critique du développement personnel. Voilà, développement personnel qui est devenu, au fond, la forme de base d'à peu près toutes les activités intellectuelles contemporaines. La plupart de la philosophie que vous voyez dans les librairies qui a du succès, c'est du développement personnel avec des mots sophistiqués dessus, mais c'est du développement personnel. Bon, donc que soit le développement personnel qu'on trouve au rayon bien-être des librairies, ou bien que ce soit la philosophie qui essaie de vous faire sentir mieux, etc., etc. Moi, c'est vrai que j'aime bien la philosophie qui déprime. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus rigolo que la philosophie qui essaye désespérément de vous dire que ça va aller, tout va bien, etc., etc. Je préfère dire que tout va mal, comme ça on peut bien se marrer après, puis on a peut-être des bonnes surprises. Bon, donc Décevoir est un plaisir, est une espèce de petite enquête généalogique à partir, en effet, de cette invention qui a eu un succès colossal dans l'Europe de l'entre-deux-guerres et qui existe encore aujourd'hui, qui continue à avoir un succès énorme aujourd'hui, qui est effectivement la méthode Coué, ce qu'on appelle la méthode Coué, qui est une méthode de développement personnel inventée par un pharmacien français dans l'entre-deux-guerres, et qui était une méthode extrêmement sophistiquée, comme vous allez le voir dans un instant, puisqu'elle consistait, il y a un petit manuel, comme ça, continue à se vendre beaucoup aujourd'hui, ça marche très très bien. Traditionnellement, ça marche très bien d'ailleurs dans les pays catholiques. Donc la France, qui est un pays catholique, faut pas oublier ça. Ils sont persuadés qu'ils sont pas catholiques, mais la France est un pays catholique. Donc ça marchait très très bien en France. Ça marchait très très bien. Non, je dis des conneries, c'est l'inverse. Dans les pays catholiques, ça ne marchait pas très très bien, mais sans doute à cause de la confession. Mais dans les pays protestants, ça a très très bien marché. Mais ça marchait très bien en France aussi, et le livre continuait à se vendre. La leçon du livre, et au fond la suivante, c'est si vous voulez aller mieux dans votre vie, c'est important, vouloir aller mieux. Si vous voulez aller mieux dans votre vie, la méthode à suivre est la suivante. Il suffit de répéter à chaque moment du jour et de la nuit où vous en avez besoin, vous répétez la phrase suivante: chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà. C'est la méthode. Voilà. Et le pharmacien Coué, et c'est dans son livre, que vous pouvez acheter aujourd'hui, et qui continue à se vendre beaucoup dans les librairies, il disait, par exemple, grâce à ça, évidemment, vous pourrez trouver du travail, grâce à ça, vous pourrez même décider du sexe de votre enfant. Si vous êtes une femme enceinte, à chaque jour, à tous égards, je vais de mieux en mieux, etc. Vous serez tellement pleine possession de vous-même, votre moi sera si fort que vous pourrez influencer le sexe de votre enfant pas encore né. Génial, vraiment génial. Je ne sais pas si effectivement ça marche ou pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui ont essayé. Donc, ce
qui est intéressant là, dans ce texte de Coué, dans le fait de son succès contemporain, c'est qu'il représente un exemple intéressant à une certaine époque de la manière dont le développement personnel est né, s'est diffusé, et dont nous en sommes d'une certaine manière encore les héritiers. Donc je suis parti de ce texte pour m'interroger sur pourquoi au centre de tous ces ouvrages, ces méthodes, ces systèmes de coaching, etc., sont toujours le moi. Le moi. On sait très bien, hein, le bouddhisme nous a appris que le moi n'existe pas, etc., etc. Bon, mais enfin, on en revient toujours au moi. Et donc j'ai voulu proposer là, en effet, une espèce de petite expérimentation sur, mais au fond, le moi, c'est de quoi on parle en fait quand on parle du moi. Ça vient d'où cette affaire? C'est quoi l'histoire du moi? Est-ce que c'est une histoire philosophique, le moi? Hein, il y a des histoires philosophiques de la personne, de la première personne, de la première personne du jeu, etc. Et donc j'ai fait une histoire qui est une histoire juridique du moi. D'où ça vient? Je me suis rendu compte que la philosophie elle-même avait emprunté les concepts de moi, de je, etc., les avait empruntés aux juristes. Et de manière explicite. L'inventeur moderne du moi, John Locke, hein, le dit de manière claire. Au moment où il utilise pour la première fois dans l'histoire l'expression « the self » pour désigner un individu, il le dit « the self » comme on le dit, comme le disent les juristes. C'est-à-dire le self au sens de la personne juridique. Alors, pour comprendre le moi, développement personnel, ou le moi des philosophes, alors il faut faire un peu d'histoire du droit. Voilà. Et donc c'est un livre dans lequel je me promène comme ça, dans l'histoire du droit, pour revenir vers nous et pour tenter de nous redonner des armes contre ce moi qui n'arrête pas de faire retour et contre lequel il semblerait que les seuls modes de défense que nous possédions soient la spiritualité. Bon. Quelles armes concrètes on peut avoir contre le moi, contre moi-même? Bon, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de me dédier ce livre. C'est-à-dire, la première page du livre, c'est à moi-même. Bon, c'est une blague idiote, mais c'est une blague qui m'apporte parce que, précisément, ça fait partie peut-être des stratégies de biais qu'on peut fabriquer. Bon. Éloge du danger est le second de cette série, qui parle aussi de quelque chose de particulier, en effet, le danger, la sécurité comme cette espèce de réalité politique qu'on essaye de nous imposer comme le seul horizon de désir politique possible. On a besoin de sécurité. Hein. Sécurité par rapport aux criminels qui hantent nos rues, sécurité par rapport aux migrants menaçants qui arrivent à nos frontières, sécurité par rapport à tout ce que l'on peut imaginer qui pourrait faire désordre, d'une certaine manière, dans une certaine organisation donnée du monde. D'où vient ce désir de sécurité? Qui a commencé à nous emmerder avec ces histoires de sécurité? Pourquoi? Il faut aller voir. Il faut enquêter sur cette question-là. Il faut aller voir quels sont les liens entre sécurité, effectivement, et danger, entre danger et domination, entre domination et, si on creuse un peu le droit romain, vous voyez que j'ai une petite obsession avec le droit romain quand même, vous vous rendez compte que la domination, c'est la propriété, littéralement. C'est-à-dire, la domination, c'est la puissance qui est reconnue au dominus, au maître de maison, qui est un homme, évidemment, de détruire ce qu'il possède. La domination, c'est être sous la main, comme disaient les Romains, être sous la main du maître de la maison, qui a la capacité de vous détruire. Pour comprendre le danger, il faut comprendre la domination dans ce sens-là, dans le sens de la maison, de la construction de la maison et de qui a la maîtrise sur la maison. C'est encore plus perceptible en français, où il existe ce mot danger, danger, en anglais, qui est un mot qui n'existe pas en espagnol. Il y a une différence en français ou en anglais entre péril et danger, entre peril and danger, qui sont deux mots qui sont traduits en espagnol par peligro, tous les deux. Donc on n'entend pas en espagnol, mais on l'entend en anglais ou on l'entend en français, le lien qui existe entre domination, dominus, et danger, parce que c'est la même racine. C'est le même mot, d'une certaine manière, qui s'est métamorphosé à travers le temps, à travers les institutions et à travers les inventions visant à essayer de dissimuler le fait que la maison était la chose la plus menaçante. Ce qui est quelque chose qu'on sait. Ceux d'entre vous qui connaissez un peu les chroniques judiciaires, vous savez que la plupart des meurtres sont commis à domicile. Les viols sont domestiques.
la plupart des actes de violence et de brutalité sont domestiques. La maison est l'endroit le plus dangereux du monde. Ce n'est pas 4 heures du matin dans un quartier malfamé que vous courrez véritablement des risques, c'est chez vous. Donc la question du lien entre domination, maison et danger est une question qu'il faut, je crois, pouvoir déplier dans sa complexité pour éviter de se retrouver pris par, en effet, les discours politiques, policiers, il faut bien le dire, qui visent à imposer la sécurité comme notre disons, horizon absolument nécessaire. Et quant au dernier, en effet, décevoir est un plaisir, tout est dans le titre. Juste le titre me fait plaisir. Voilà. Décevoir est un plaisir formidable. Ce qu'il y a dedans, au fond, mais le titre suffit à me réjouir. Décevoir est un plaisir. Vous imaginez, c'est la pire chose que l'on puisse dire aujourd'hui à quelqu'un, c'est « tu m'as déçu ». Vous allez peut-être sortir de cette salle en disant « Laurent de Sutter, il est décevant ». Vous aurez sans doute raison, mais sachez que ça aurait été un plaisir. Et en effet, la violence de cette expression et l'importance qu'elle possède dans nos vies, vie intime, vie sentimentale, un amour qui nous déçoit, vie politique, cet homme politique qui nous déçoit, ce mouvement politique, ce parti politique peut-être né d'un mouvement social qui finit par nous décevoir. Toutes ces choses-là, ça a l'air de rien, mais là aussi, ça emporte avec lui une expression aussi petite, aussi négligeable en apparence, un monde de règles, un monde de pensée, un monde de philosophie, de point de vue sur le monde, de vision du monde. Donc ce que j'essaye là aussi de déployer, c'est de dire, voilà, vraiment, comment est-ce qu'on peut déployer cette chose au plus large, voir d'où vient cette idée de déception, pourquoi la déception est nécessairement liée à Dieu, à l'idée qu'il y a au fond dans ce livre, la déception est toujours théologique avant d'être politique. Pourquoi est-ce que c'est lié, en effet, de manière profonde à la religion, et comment faire pour, au fond, se réconcilier avec cette déception qui est considérée comme si méprisable. De même, comment se réconcilier avec ce danger qui est cette chose qu'on ne veut pas voir à l'âge de la sécurité. Comment se réconcilier avec le fait que nous ne sommes personne, que nous n'avons aucun intérêt, à l'âge où, en effet, le moi semble être devenu la seule chose sur laquelle on puisse avoir prise, puisqu'on n'a plus prise sur rien d'autre. Ça s'appelle le coaching. Voilà, ça c'est toute une série, si vous voulez, c'est les mouvements comme ça qui habitent cette série, en effet, de petits livres qui vont sans doute continuer, et qui sont des livres à plusieurs niveaux. Il y a le sujet, que je vous ai exposé, le titre, puis il y a toujours un sous-texte, un petit peu caché pour les amateurs d'énigmes. En l'occurrence, dans Décevoir est un plaisir, il y a une intervention très latérale sur les débats sur l'identité. Dans Éloge du danger, il y a une intervention très latérale sur ce que nous faisons aujourd'hui de la question du safe, et donc la question de la domination. Et de même, dans Décevoir est un plaisir, il y a aussi, voilà, bon, chaque fois, si vous voulez, j'essaye de faire en sorte que ces livres, ils sont petits, mais vous en avez pour votre argent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, si vous voulez, que j'essaye d'offrir plusieurs couches de signification qui se nourrissent, j'espère en tout cas, qui se nourrissent voilà, les unes avec les autres, qui à nouveau ont pour un seul objectif vraiment, c'est de nous donner un sens possible du respirable dans des zones qui sont des zones devenues un petit peu irrespirables, voire complètement puantes. Voilà. Última pregunta antes de pasar el turno al público. Como ha explicado Logan, no son libros de estricta actualidad, pero buena parte de lo que ha dicho sobre la decepción política o el peligro doméstico se pueden aplicar perfectamente a los escándalos sexuales que han sacudido el panorama mediático en Francia y en España relativos a Giselle Pelicot y Íñigo Errejón. No te voy a preguntar sobre eso, pero si quieres decir algo, dilo, que para algo eres belga y puedes fugarte a tu propio país, huido de la opinión pública franco-hispana. Pero sí que quiero preguntarte por una aplicación más directa de
el título del libro que presentamos hoy y también del título del acto. El título del acto, elegido por la editorial, era ¿por qué la filosofía no te va a salvar? ¿Por qué la filosofía no te va a ayudar? Todavía más duro. Claro, un libro que se titula Elogio del peligro podría interpretarse simplemente con una crítica solapada, de la solapa del libro, como una crítica directa o indirecta a la política académica de los safe spaces, ¿no? De los espacios seguros en los que ciertas ideas o ciertas identidades no son bien recibidas. ¿Qué opinión te merece esta privatización del espacio público de debate en el campo, sobre todo, de las humanidades? ¿Y en qué medida tu análisis de la relación entre propiedad y peligro puede, de alguna forma, cortocircuitar esta privatización, realmente, del espacio público y de la opinión y del debate? Ah alors, si je fais beaucoup d'efforts pour tournoyer, tortiller, me promener dans l'histoire, etc., c'est précisément pour ne pas intervenir de manière directe sur des questions qui sont des questions qui sont des questions très difficiles parce que, premièrement, je ne veux pas, très important, donner la moindre arme aux connards, hein, on peut les appeler comme ça, pour que les connards en question puissent continuer leur attaque contre ce qu'ils appellent wokisme, etc., etc., etc. Donc je ne veux rien leur donner à ces gens-là. Donc si j'ai des réserves, ou si j'ai des critiques sur certains aspects politiques de certaines manifestations, de certaines types de formes d'engagement, je préfère les garder pour moi et tenter d'offrir des équipements intellectuels, historiques, juridiques, politiques pour enrichir d'une certaine manière les combats qui sont les leurs, plutôt qu'en effet donner des armes aux connards. Donc j'ai tendance à me taire parce que je sais que tout ce que l'on pourra dire, par exemple, si on fait une critique du safe space, ça servira davantage les autres que nous, pour le dire comme ça. Donc je préfère ne pas formuler ces critiques. Par contre, ce qui m'importe, c'est en effet, c'est de redonner une perspective qui permette de dire, OK, si on utilise ce mot-là, le mot safe space, ou si on utilise le mot domination, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Parce que c'est des mots compliqués, glissants, qui ont une histoire brutale, violente. Donc les utiliser, en réalité, c'est s'affaiblir. Et donc ce que j'essaie de suggérer, moi, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la critique, mais quelque chose qui est de l'ordre de est-ce qu'on peut inventer peut-être d'autres dispositifs, d'abord de langage, puis peut-être aussi des dispositifs pratiques, concrets, hein, de rassemblement, de manifestations, d'actions politiques, etc., qui soient un peu plus prudents, un peu plus calculés. Voilà, donc je ne pourrais jamais formuler de réponse, en fait, à ce genre de questions, ou alors uniquement dans un safe space, où je suis certain que, voilà, parce que aujourd'hui, les choses sont devenues tellement difficiles, tellement compliquées, et l'énervement, il faut le dire, à droite, est devenu tellement maniaque, que leur donner quoi que ce soit, c'est toujours leur faire un trop grand cadeau. Et donc moi, je veux garder les choses, et puis je fais ces trucs. J'appelle les livres, parce que je continue à croire que les livres sont des objets qui peuvent faire la différence, parce qu'ils s'adressent au goût que certaines personnes peuvent avoir pour la difficulté. Pour moi, penser, c'est toujours difficile. Hein. La pensée, c'est ce qui nous emmerde, ce qui nous empêche. Donc quand j'écris des livres, c'est parce que je suis emmerdé ou empêché par quelque chose, et j'essaie de construire une manière d'être empêché encore davantage, parce que ça me force à travailler. Bon. Donc je crois que le livre est cette chose difficile qui peut jouer ce rôle d'empêcheur, et aussi d'empêcheur politique. Donc moi, la confiance, ma réponse, c'est ces livres.
Et faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez, mais j'espère juste ne pas rendre triste aussi ceux qui aujourd'hui se battent pour, disons, une forme d'égalité ou de justice supérieure en matière de genre, en matière de race, en matière, etc., etc., etc. Voilà. Parce que ce combat, c'est le mien depuis toujours aussi. Même si je suis, comme vous pouvez voir, mâle blanc, bourgeois, etc., hétérosexuel, enfin, je coche toutes les cases de la merde, si vous voulez. Bon. Mais même si c'est le cas, c'est en théorie, et du point de vue de l'action politique, c'est mon combat depuis toujours. Et donc je veux pouvoir l'aider. Et je sais que les critiques ou les difficultés ou les embarras, voilà, je me répète là, mais voilà, ils doivent être dits dans les couloirs, dans les coulisses, directement. Ou alors, en forme de livre. Voilà. Muy bien, pues tienen ustedes la palabra. Yo tengo apuntada alguna pregunta más. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, no sé si les van a dar un micrófono, ¿sí? Levanten la mano y les acercan el micrófono. Vale, gracias. Sí, hola, buenas. Bueno, se me ocurre una distinción entre el peligro generado, la generación de peligro, perdón, el peligro natural y el peligro artificial. Es decir, como seres humanos somos generadores de peligro, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a peligros naturales ante los cuales nos protegemos. Bueno, lo vemos claramente, ¿no? El peligro al que te referías anteriormente, que lo imponemos mediante ese dominio, por otro lado, se ve reflejado en un peligro al que nos protegemos que ya no depende de nosotros. A ver, la cadena trófica es un peligro esencial. La tectónica de placas es otro peligro esencial. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo valoras al ser humano si en esa dialéctica entre generador de peligro o un ser que se protege ante el peligro? Gracias. Merci beaucoup pour cette question. La réponse que je vous donnerai est la suivante. Si vous voulez, c'est un article de foi théorique pour moi de considérer que ce qui forme, donc d'une certaine manière, notre univers symbolique, enfin notre univers de discours, notre univers de pensée, est vraiment d'abord de l'ordre du langage. Et d'un langage qui parle à travers nous, d'un langage qui n'est pas quelque chose, c'est pas juste un instrument qui serait là, mais c'est quelque chose qui parle à travers nous. Nous sommes les fonctions d'un langage qui est un langage qui possède une histoire, qui a été structuré d'une certaine manière, qui possède ce que les sémioticiens et les linguistes appellent une encyclopédie, etc. Bon. Et donc, quand on utilise un mot comme peligro ou danger ou autre, c'est un mot qui conditionne nos perceptions. Vous enlevez le mot, d'une certaine manière, la chose n'existe plus. On peut peut-être mesurer des mouvements, des élévations de la pression cardiaque, des assèchements. On peut mesurer des choses, sans doute, si jamais on est quelqu'un en situation de danger naturel, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais tant qu'on n'a pas le mot pour le décrire, c'est juste « je cours ». Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction. Si le mot se met à exister, d'une certaine manière, il se met à exister comme une manière de partager le monde en deux, entre effectivement ceux qui relèvent du danger et ceux qui n'y relèvent pas. Vous savez, c'était la grande thèse de l'inventeur de la sémiotique contemporaine, qui est Ferdinand de Saussure, quand il dit que le langage n'a pas de signification en soi, aucun mot n'a une signification en soi, la signification d'un mot est toujours oppositionnelle, c'est-à-dire un mot n'existe que parce qu'il est le contraire d'un autre mot, ou le contraire de l'absence de mots, ou le contraire de etc. Donc en effet, le danger est ce qui permet de circonscrire un ensemble de réalités, naturelles ou pas, dans quelque chose de relativement clair. Et en fonction de l'existence de ce mot, on peut en effet décider si on est plus ou moins en sécurité. Est-ce que, par exemple, le fait de considérer, pour reprendre l'exemple de la maison, qu'on est dans une maison, voilà, est-ce que le fait de considérer que la maison nous protège, par exemple, de la pluie,
nous protège, je ne sais pas, d'animaux dangereux. Est-ce que ça nous dit tout, au fond, de la sécurité? Ou est-ce que ça, en effet, forclôt la question du danger? On sait bien que non. On peut tomber dans les escaliers. On peut se faire, je ne sais pas, mordre par une araignée, et en fait, on est allergique et on crève. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, le danger, comme manifestation du monde, il est partout, tout le temps. Simplement, le fait de dire que le danger, c'est ça, et que ça s'oppose à la sécurité, ça, c'est toujours artificiel. Donc c'est toujours de la politique. C'est toujours une manière d'opérer dans le monde une division des choses entre ce que l'on désire et ce que l'on ne désire pas, entre ce qu'on est prêt à accepter et ce que on rejette. Et donc c'est pour ça que j'ai tendance, moi, à croire que le danger naturel, si vous voulez, en fait, je ne pense pas que ça existe. Puisque le langage lui-même ne l'est jamais. Éventuellement des cris informes, peut-être. Bon, peut-être, ça pourrait être le langage naturel du danger, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour nous, ici au XXIe siècle, je ne pense pas qu'il y ait de danger naturel en réalité. Ça peut paraître étrange, parce que voilà, nous sommes des êtres biologiques, vous avez tout à fait raison de le rappeler, mais à nouveau, c'est le partage du monde, le partage intellectuel, conceptuel, théorique, langagier du monde qui détermine l'éventail de nos réponses à ce qui se produit. Parce qu'au fond, c'est ça la question. Et quand quelque chose se produit que l'on identifie comme un danger, cela implique des réactions. Les réactions, évidemment, sont des réactions qui, dans l'idée de sécurité, sont soit élimination, je vais éliminer la cause du danger, soit la fuite, je vais me prémunir du danger, soit, etc., etc. Bueno, si me permite, sí. Una cosa muy sencilla, pero el miedo como emoción, como sistema de reacción ante peligro natural, existe mucho antes del lenguaje. Entonces, ¿cómo se explica que la reacción ante un peligro exista antes de que nosotros le pongamos nombre y pronto que exista ese peligro como tal? Justement, moi je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas. De ce point de vue-là, du point de vue de pour utiliser une expression de la philosophie contemporaine, un mot qu'un philosophe que connaît bien Ernesto, qui est Kantameyasu, lorsqu'il parle de ce qu'on appelle ce qu'il appelle le corrélationnisme, hein, qui caractérise pour lui toute la philosophie moderne et qui est quelque chose qu'il juge d'indésirable, c'est-à-dire l'idée que, au fond, ramène toujours tout à l'humanité. Moi, j'avoue que je suis totalement corrélationniste. Et donc, et je viens berkeleyien de ce point de vue-là. Et donc, en effet, je pense que s'il n'y a pas les mots, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et la peur elle-même, il y a un passage dans le livre qui est un passage sur la peur et l'histoire politique de la peur, la manière dont la peur devient un objet dans la pensée occidentale, à savoir à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, chez Machiavel, chez Hobbes, dans toute la théorie de la raison d'État qui se met à naître à cette époque-là. Avant, la peur, ça n'existe pas comme objet politique. Effectivement, la peur, c'est paramétré comme une émotion individuelle dans la philosophie ancienne, etc., etc. Puis elle devient politique. Ce changement de statut est en fait un changement qui affirme ou réaffirme le fait que la peur, c'est jamais innocent. L'endroit où on la met n'est jamais innocent. Et donc, voilà. Donc, moi, je reste, d'une certaine manière, ferme, même si je crois que la réalité vous donne raison. C'est-à-dire que dans la réalité, il vaut mieux courir. Et donc, effectivement, quand on a peur, voilà. Mais, du point de vue de ce qui m'intéresse dans ce travail, je reste strictement, en effet, corrélationniste, comme je le disais. Merci encore. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Je veux parler français avec le monsieur Sutter. C'est effectivement la forclusion de le danger, c'est incroyable. On a beaucoup d'exemples. C'est clair que l'Ukraine allait être invadée par la Russie, et on n'a fait rien, non? Et avec la pression continuée d'une guerre nucléaire nous donne effectivement une sécurité que c'est totalement basée, fondée sur le danger, c'est ça. Donc oui, c'est plus paradoxique, non, le danger, que tout ça.
Et si je ne me trompe pas, avec la loi romane, c'est vrai que les Romains avaient de la propriété sur les fils. Donc, ouais, c'est totalement connecté, non? Et aussi, je trouvais très intéressant, et le concept, ça existe déjà avec les ingénieurs, le concept de la redondance, non? Quand tu fais l'espace le suffisamment a priori absurde, c'est d'où l'importance sort. Oui, mais merci. Oui, ben oui. Redondance, ça, il faudra que je réfléchisse à ça parce que ça m'intéresse. Imagine des pistons que ça bouge, ça a l'air pas important, mais vraiment c'est nécessaire. Ouais. Bien sûr, oui, je vais réfléchir à ça. J'essayais de trouver un truc pas trop débile à dire sur, en effet, ces questions de la menace. Je vais juste revenir, en effet, sur cette question de la propriété, parce que je crois que c'est très important. C'est très important de voir, en effet, à nouveau ce lien entre maison, domination, dominus, le maître, cette capacité de destruction, l'action de la main, est absolument décisive dans toute cette histoire. C'est la main qui détruit, la main qui tue, hein, et effectivement qui tue les enfants. Le maître de maison peut tuer ses enfants, sa femme, évidemment, ses esclaves. Tout ça fait partie de la propriété. Ça fait partie de ce sur quoi le pater familias, le dominus, possède effectivement sa domus, sa maison. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire de maison et dans cette affaire de domination, c'est de se rendre compte que, en fait, elle a fait peur. Cette radicalité de la violence domestique chez les Romains a fait très peur à, au fond, toute la tradition politique qui a suivi. Les gens se sont dit, non, c'est quand même compliqué cette affaire. C'est quand même compliqué cette affaire, c'est quand même compliqué de l'admettre ouvertement. Et c'est d'autant plus difficile de l'admettre ouvertement que cette conception domestique de la domination, cette conception domestique du danger comme expression de la domination, est ce qui va être traduit littéralement et en particulier par les docteurs de Salamanque et les grands maîtres de la doctrine du droit naturel espagnol, sous la forme de la souveraineté. La souveraineté sera la traduction politique de la domination domestique. C'est ce qui est dit, hein, véritablement par les grands maîtres de l'époque. Les références sont dans le bouquin. Mais à un moment donné, en effet, ça a créé un stress, cette affaire. On se dit, oui, si la souveraineté, c'est ça, c'est cette capacité de détruire, alors comment est-ce qu'on peut légitimer véritablement cette histoire? Quel récit on va pouvoir fournir qui serait un récit qui rendrait un peu acceptable l'idée de la souveraineté, surtout quand la souveraineté devient, avec la modernité, la souveraineté du peuple. Que le peuple est cette personne qui est investie du pouvoir de détruire. On va inventer un truc génial qui s'appelle le risque. Le risque est ce qui va permettre de régler le problème du danger. Le danger va disparaître lentement de la scène politique moderne au profit du risque qui va naître, comme vous le savez peut-être, à l'époque où les grands armateurs génois d'Italie, les armateurs de bateaux, commenceront à se dire il faut qu'on trouve une technique pour se débarrasser des problèmes liés aux tempêtes, aux pirates, etc. Nous, on a nos bateaux, on veut faire du fric. Il faut qu'on trouve une technique pour pas tout perdre chaque fois qu'un bateau part en mer. Et donc les gars inventent, très tôt, XIIIe siècle, je crois, inventent l'assurance. L'assurance, c'est un truc qui ne fonctionne que si on est capable de se dire, voilà, il y a des chances que les choses vont se passer comme ça, donc ok, je veux bien t'assurer ta cargaison, mais si les chances sont vraiment trop merdiques, ah non, désolé, je n'assure pas. Donc il faut trouver une transaction entre la personne qui veut se couvrir et un assureur qui veut lui aussi gagner du fric. Donc trouver une espèce d'équilibre entre tout ça. Ça va être l'invention de la probabilité. L'idée qu'on peut calculer ce qui va se passer dans le monde d'après un certain nombre de chances plus ou moins équilibrées. La probabilité, ce qui est formidable, c'est qu'elle évacue de manière immédiate
à l'instant l'idée même de possibilité. Pourquoi ? Parce qu'une probabilité, même lorsqu'elle est de 100%, n'exclut pas la possibilité qu'il en soit tout autrement. La possibilité est toujours excessive par rapport à la probabilité. Si vous vous dites qu'il y a 100% de probabilité que le soleil se lève demain à l'ouest, il y a toujours la possibilité qu'il se lève à l'est. Il y a beaucoup de chances que ça ne se produise pas, mais ça pourrait se produire. Et même quelque chose d'aussi fatal que, par exemple, un certain ordre cosmique est toujours ouvert à la possibilité. La possibilité, c'est ce pouvoir absolu, d'une certaine manière, que possédait le maître de maison sur sa maisonnée, sur sa domus. Donc le risque a été la manière dont les penseurs politiques modernes ont forclos le danger comme quelque chose qui devait rester dans l'ombre, mais qui en fait n'arrête pas de revenir. N'arrête pas de revenir par la porte et par la fenêtre quand on croit précisément avoir créé, par le risque, une sécurisation du danger. Donc en fait, le livre est très ambigu de ce point de vue-là. C'est que le danger, c'est la mort, mais le danger, c'est aussi la vie. C'est les deux à la fois. Et le vrai problème, c'est ce qui est entre les deux. C'est la gestion, le management de la probabilité, le management du risque, comme tentative de masquer le danger qui est au principe de la souveraineté contemporaine et de masquer la vie possible que le danger comprend de manière absolument nécessaire. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la tension. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais rappeler. Donc la bombe atomique, voilà le danger de la guerre nucléaire, qui est à la fois un récit politique de domination qui a traversé évidemment toute la guerre froide, mais en même temps une manière d'empêcher qu'autre chose ne se produise dans les États occidentaux, le communisme, la bombe atomique, communisme, bombe atomique. Bon, cette espèce de tension de la possibilité, communisme, danger forclos, bombe atomique, a créé d'une certaine manière une gestion qui était la gestion politique du risque pendant la guerre froide, qui est revenue au moment de la discussion, évidemment, sur l'Ukraine, alors que, évidemment, on sait très bien que rien de tout cela ne se produira sans doute jamais, mais ça peut se produire. Voilà, il y a toujours le danger. Voilà, c'est des éléments de réponse que je voulais... Oui, tu peux éliminer très rapidement une menace contre mais comme plus au Robert. Voilà. ¿Hay tiempo para una pregunta más, no? Sí, ¿no? ¿Alguien más? Rápidamente, Venga. Profundizar en la diferencia del uso de puissance, pouvoir. En français, il y a des détails qu'on n'a pas à l'espagnol. Donc peut-être tu peux amplier la division poder y potencia. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, en réalité, si l'assurant, le risque est ce à propos de quoi on peut prendre une assurance, parce que le risque est calculable, le risque est probable. Il y a toujours une probabilité. La probabilité, effectivement, s'oppose à la possibilité, qui est toujours donc refusée par le régime des probabilités. La possibilité est effectivement, de ce point de vue-là, de l'ordre de possibilité, potentialité, effectivement de l'ordre de quelque chose qui est en puissance et quelque chose qui dispose d'une puissance, quelque chose avec lequel il est possible de faire autre chose. Là où la probabilité, en tant que calcul et que résultat d'un calcul qui est un calcul de risque fini, la probabilité, elle, ramène immédiatement toujours à un pouvoir, en tant que le pouvoir se caractérise par son paramétrage. Le pouvoir est ce qui est défini à l'intérieur d'un espace qu'on pourrait appeler un ordre, à l'intérieur duquel les probabilités ont un sens. Donc le pouvoir, c'est ce qui va décider de quelle probabilité compte pas, qu'est-ce qu'on va faire des probabilités, etc., etc. Donc le pouvoir est toujours lié à une règle, une norme ou une impossibilité, là où en effet la possibilité recèle toujours en elle quelque chose comme une puissance qui est une puissance impossible à réduire, une puissance qui n'arrête pas d'une certaine manière de renaître d'elle-même. Et c'est vrai que il y a des penseurs politiques là aussi, penseurs politiques un petit peu hérétiques dans l'histoire de la modernité, qui ont réfléchi à la distinction entre les deux, entre le pouvoir politique et la puissance politique,
On pense évidemment à Spinoza, qui est peut-être la figure la plus importante de ces distinctions et de ce que certains plus contemporains, plus près de nous, comme le regretté Antonio Negri, par exemple, ont pu faire de ces distinctions entre le pouvoir qui désigne un état des choses et la puissance qui désigne, d'une certaine manière, ce qui n'est pas compris par cet état des choses et ce qui dispose de la capacité à le transformer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'action dans la puissance, là où le pouvoir est de l'ordre de l'État. L'État aussi bien étatique, l'État, les autorités de l'État, que l'état des choses au sens de state of affairs, l'État, comment les choses sont. Voilà. Effectivement, les distinctions risque, danger, possibilité, impossibilité, pouvoir, puissance, désignent deux couloirs qui sont peut-être un peu massifs, mais qui sont deux espèces de champs de possibilités lexicales et intellectuelles, deux jambes sur lesquelles on peut danser, qui sont des jambes qui sont importantes à rappeler spécialement aujourd'hui. Nadie sabe lo que puede el derecho, escribe Logain citando a Spinoza en Postcrítica. Ya hemos visto de lo que es posible, de lo que es capaz Logain. Esperemos que se sigan traduciendo sus libros. Ahora ustedes pueden comprar el libro de Elogio del Peligro y alguno más supongo que estará disponible en esta librería. Y Logain no solamente puede, sino que debe firmar sus libros. Así que, como buen profesor de Teoría del Derecho, no va a evitar esa obligación. Así que nada, muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Gracias.